Accouche et après. Un podcast qui raconte l'enfance et ses grands enjeux. Santé mentale, développement psychosocio-affectif, vulnérabilité. Accouche et après donne la parole à des spécialistes qui nous éclairent sur les grandes thématiques liées à l'enfance et à la parentalité. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accouche et après. 2 épisodes juste à 2, une conversation exceptionnelle avec une personne exceptionnelle. Bonjour Sophie Marinopoulos. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes psychologue, psychanalyste, spécialiste de l'enfance et de la famille. Vous avez créé les services de prévention et de promotion de la santé psychique et les Pâtes au beurre, un lieu d'accueil et d'écoute parents-enfants. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont « Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va » de la maison d'édition Les Liens qui libèrent, « Dans l'intime des mères » chez Fayard, et aussi le célèbre « Écoutez-moi grandir », et enfin « Ce que les enfants vous enseignent » qui vient de sortir aux Liens qui libèrent. Votre sujet de prédilection depuis 40 ans est le thème de notre épisode aujourd'hui. C'est la santé mentale des tout-petits. Vous êtes très engagé dans la reconnaissance de la santé psychique comme faisant partie intégrante des questions de santé publique. Vous allez nous raconter vos avancées, vos découvertes et nous donner quelques clés pour mieux comprendre comment aborder la santé psychique et relationnelle des tout-petits. Chère Sophie, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez déclaré « Si on veut réparer la société, il faut soigner l'âme du bébé ». Pourquoi la santé mentale des bébés est si primordiale ? Et oui, c'est un grand sujet. C'est un monde immense que la construction de nos tout-petits. Vous savez, les bébés, c'est nous. Donc, un bébé, un jour, il va devenir un adulte. Il va devenir un citoyen. Et c'est lui qui va être chargé de prendre soin de nous tous, mais aussi de notre planète. Donc, il a un rôle absolument essentiel. Et vous savez, beaucoup d'économistes se sont penchés sur cette question. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, où ils montrent très bien, ils mettent très bien en évidence que plus on est proche des tout-petits, c'est-à-dire plus on prend soin d'eux, plus on s'intéresse à leur développement, donc à notre développement, mieux nous nous porterons économiquement, puisque nous ferons des économies immenses et à commencer par des économies de santé mentale, puisque l'objectif, c'est de prendre soin, bien entendu, du tout-petit dans son ouverture à la vie, dans son éveil, dans sa compréhension du monde, dans sa capacité à le décrypter, à lui donner du sens. C'est ça la santé mentale. C'est être en lien avec soi et avec les autres et être capable de comprendre, de toujours comprendre ce que l'on vit et de toujours donner du sens. Vous savez, pour finir sur cette première question, vous savez, quand on vient voir un psy à l'âge adulte, très souvent, c'est parce qu'il y a un morceau de l'histoire qui s'est arrêté, soit elle s'est interrompue, soit elle a bifurqué étrangement, et les personnes viennent en disant « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Et cette « je ne comprends pas ce qui m'arrive » est l'ouverture à une pensée sur « mais oui, en effet, quel est le sens de ce que vous vivez ?» Et on va ensemble travailler à la compréhension de cette histoire perdue finalement. Parce que souvent, on parle de santé mentale, mais j'avais jamais entendu vraiment lié au tout bébé. C'est vrai, c'est un sujet, c'est surprenant parce que à la fois le bébé nous fascine. Il y a une espèce d'adoration de ce tout petit dans ce qu'il manifeste de présence et quand on est en présence d'un bébé, on doit le reconnaître, ça impose un bébé. Il y a une attraction, on est immédiatement plongé dans les yeux de ce tout petit. Et puis en même temps, on n'imagine pas que dedans, à l'intérieur de lui, il est en train de construire quelque chose d'essentiel pour sa vie. Donc quand il nous regarde avec autant d'appétence, c'est qu'il est justement en chemin de sa construction. C'est ça, sa santé mentale. Et on s'arrête à « il est mignon, c'est un joli bébé, oh, il sourit, etc. » Bon, ce qui est très bien, ça fait partie de la vie, puis c'est une musicalité qui le nourrit d'ailleurs. Mais on ne va pas plus loin. Et c'est bien dommage, parce que la santé psychique des tout-petits est un essentiel. C'est un socle de notre société. Selon vous, est-ce que tout se joue entre 0 et 3 ans ? On parle beaucoup des 1000 premiers jours en ce moment.
Alors oui, vous avez raison, on a mis en avant les 1000 premiers jours et ça c'est une bonne chose. Alors après, c'est pas nouveau, les 1000 premiers jours existent depuis très longtemps. Nous, en France, on s'y est intéressé et j'étais dans la commission des 1000 jours lorsqu'elle a été lancée en 2019. On était 18 experts. Il faut reconnaître que bien avant nous, c'est un sujet qui était travaillé et qui était parfaitement bien travaillé, mais pas assez connu, une fois encore. Donc, monter une commission des 1000 jours, vous voyez, c'est une reconnaissance. Symboliquement, c'est très fort. Et ça a joué son rôle symbolique. Après, il faut pas laisser retomber les choses, hein, il faut continuer. Il se joue l'essentiel. Ça veut pas dire que tout est fichu après 3 ans, bien sûr, et personne n'a jamais dit ça. Il y a souvent des interprétations des paroles des psychologues ou des psychiatres ou des psychanalystes. Non, ce sont des fondations. Donc, mieux vaut faire des bonnes fondations tout de suite. Et c'est pour ça qu'on apporte autant d'intérêt à ces premières années de la vie. Et d'ailleurs, la grossesse et les premières années de la vie, à partir du moment où il y a un projet parental, c'est à partir du moment où le couple a décidé de s'engager pour devenir parent, oui, on doit avoir une attention et faire en sorte que tout ce que nous savons sur les besoins du tout petit soit reconnu et que nous appliquions une présence pour que justement l'enfant se construise. Donc non, tout ne se joue pas avant 3 ans, mais ce qu'il se joue avant 3 ans est très important. C'est des richesses pour la construction psychique du tout petit. Quand vous avez commencé à exercer dans les années 80, vous avez constaté un manque dans l'offre hospitalière, non, ou dans les cabinets à ce sujet, justement. C'est pour ça que vous avez créé les Pâtes-au-Beurre ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'appartiens à une génération, je commence à travailler au début des années 80, et notre système de santé commençait déjà à être un petit peu attaqué par le management. Et le management a pris une place telle qu'on en a oublié le pourquoi on était là, et on a commencé à avoir une souffrance, ce qu'on appelle la souffrance au travail, du côté des professionnels, mais aussi une difficulté pour prendre en compte les besoins des parents, des enfants, et de les accueillir au moment où ils se questionnent. C'est-à-dire que vraiment, on s'est mis à faire de nos lieux de consultation, des lieux surchargés, des listes d'attente immenses, énormes, qui se sont aggravées au fil des décennies. Et quand on est psychologue, quand on s'est engagé à dire « moi je suis une soignante », ce qui est important, c'est de pouvoir soutenir, accompagner la construction d'un enfant, la construction d'une famille, la construction d'une mère, d'un père, et qu'on voit qu'on lui dit « écoutez, revenez dans 1 an », là on commence à se dire « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas du tout le métier que j'ai choisi ». J'ai choisi d'être là, et c'est d'ailleurs le slogan des Pâtes-au-Beurre. Nous sommes là, parents, nous sommes là. Et j'ai commencé à dire, il va falloir créer ailleurs. Les institutions sont ce qu'elles sont. Elles ont en effet des mots MAUX qu'il va falloir soigner. On les a toujours pas soignés d'ailleurs aujourd'hui en 2023. Et bien en parallèle, je vais créer un espace et je vais inviter des collègues à voir s'ils ont envie de m'accompagner dans l'aventure, qui s'appelle donc les Pâtes-au-Beurre. Les Pâtes-au-Beurre, c'est tout simplement une cuisine, c'est-à-dire que j'ai troqué mon bureau contre une cuisine qui est une pièce formidable. La cuisine, c'est une pièce familière, c'est une pièce qui amène à la confidence, on se sent bien, il y a des objets familiers, il n'y a rien qui ressemble plus à une cuisine qu'une cuisine, quel que soit le milieu social. Et donc c'est dans cette cuisine que 2 psychologues sont présents. Alors il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychomotriciens, c'est que des professionnels de la santé psychique sont là pour accueillir les parents qui peuvent venir, c'est gratuit. Il n'y a pas de conditions particulières, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire qui vous êtes, c'est tout à fait inconditionnel, c'est gratuit, vous ne donnez pas votre nom, vous ne prenez pas rendez-vous, vous poussez la porte. Et vous voyez ce geste, vous poussez la porte, il n'y a pas d'entrave, ni administrative, il n'y a aucune tracasserie. Pas de rendez-vous, c'est ça que vous voulez dire, Pas de rendez-vous, bonjour, entrez, asseyez-vous, c'est-à-dire d'emblée on est dans une relation humaine. Et ça pose clairement au cœur du sujet la santé, notre santé à nous tous, de la relation. Comment on privilégie la relation avant toute chose. Oui, parce qu'en fait, on observe beaucoup la santé physique des tout-petits, mais on parle beaucoup moins de leur santé psychique et relationnelle. C'est ça, on a un peu enfermé la santé dans du sanitaire.
c'est-à-dire le corps. Mais en même temps, c'est une histoire, il y en avait besoin aussi, une époque aujourd'hui. Il y avait beaucoup de mortalité infantile. Exactement. Beaucoup de maladies, beaucoup de mortalité infantile, peu de suivi. Les dispensaires d'après-guerre sont nés pour ça aussi. Et donc, chaque époque a ses mots, là encore. Et aujourd'hui, on a un défi sanitaire qui n'est plus du tout le même. Notre défi sanitaire, c'est la santé mentale, c'est-à-dire la santé relationnelle. Comment est-ce qu'on prend soin des relations entre nous ? Moi, je dis très clairement, on ne prend pas soin des relations et on ne prend pas soin des besoins relationnels de nos tout-petits. On les ignore au profit du sanitaire. C'est-à-dire que les parents que je rencontre sont des parents qui sont extrêmement bien informés, c'est des parents comme ceux d'hier, ils veulent faire le mieux possible. Je ne rencontre pas de parents qui font tout pour que leur enfant aille mal, au contraire. Mais ils se sont vraiment tournés du côté du corps, du sanitaire, c'est-à-dire que la quantité de lait dans le biberon soit bien correcte, qu'on mette la bonne eau avec, que ce soit le bon lait, qu'il dorme le nombre d'heures suffisantes, etc. Mais tout ce qui est geste sanitaire pour la santé mentale, c'est-à-dire la santé psychique, c'est-à-dire la santé relationnelle, ne sont pas reconnus et ne sont pas transmis aux parents. Alors, je peux vous donner, si vous voulez un exemple. Je suis curieuse de savoir je suis curieuse de savoir ce que c'est, en fait, et où sont nos failles. Voilà, failles, il faut le prendre du côté positif, c'est-à-dire ça se parle. Je pense, par exemple, à la question du sommeil, parce que c'est une question qui revient très souvent avec les jeunes parents d'aujourd'hui, à savoir, le conseil sanitaire, c'est il faut que l'enfant dorme le plus longtemps possible, ce qui est un très bon conseil. Donc, il faut qu'il dorme le plus longtemps possible, ce qui fait qu'il y a presque une obsession sur le nombre d'heures. C'est très quantitatif, le nombre d'heures que l'enfant doit dormir, ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents vont laisser dormir leur enfant le plus tard possible, jusqu'à la dernière minute, avant le rush de partir au travail. Donc, en fait, ce bébé... Je prends les tout petits. Le tout petit, on va le laisser au maximum dormir. Et puis, à la dernière minute, on le réveille. Il est à peine réveillé qu'il a déjà le biberon dans la bouche. Il a à peine fini le biberon qu'il a déjà son manteau. Il a à peine son manteau qu'il est déjà attaché dans la voiture. Il est à peine attaché dans la voiture qu'il est arrivé chez sa nourrice. Il est à peine arrivé là-bas qu'on le dépose chez sa nourrice. Et tout va très, 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 très vite. Eh ben, c'est pas ça, la construction psychique. C'est-à-dire que si vous tournez du côté de la santé psychique, la santé relationnelle, ce bébé doit pouvoir se réveiller, découvrir qui le réveille, s'assurer que c'est bien le même qu'hier, parce que pour vous, adultes, vous savez que ceux qui vous accompagnaient hier soir, c'est les mêmes le lendemain. Pour un bébé, c'est pas si certain. Il a besoin de vérifier, sentir l'odeur, voir les mouvements, écouter la musique de la voix. Ça prend un tout petit peu de temps. C'est pas dire qu'il faut y passer 3 heures, mais il faut y passer un petit peu de temps. À ce moment-là, on évoque, on va aller prendre le biberon, tranquillement, on joue un peu en le changeant. C'est quelques minutes à chaque fois, mais c'est quelques minutes au bout, ça fait peut-être une demi-heure, et c'est un temps ensemble. Et comme le bébé n'a pas ce grand moment de complicité qu'on appelle dans notre jargon ces moments de reliance, ces moments où on se relie, eh bien la séparation n'est plus une séparation si on ne travaille pas, si on ne prend pas soin de ce moment-là. C'est un arrachement. Et c'est plus du tout la même chose. Se séparer, ce n'est pas s'arracher. Donc, vous voyez ça, par exemple, c'est un conseil de santé mentale pour nos tout-petits. C'est la santé psychique. C'est simple, ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est juste pouvoir l'informer aux parents en disant, c'est vrai qu'il faut qu'il dorme un maximum, soyez vigilants à le coucher tôt, mais vous savez aussi, pour lui, c'est très important de prendre le temps de vous retrouver, de vous reconnaître pour pouvoir bien se séparer. Parce que résultat, personne ne se sépare bien, tout le monde s'arrache, le parent, l'enfant, personne ne passe une bonne journée, le bébé est grognon, le parent est inquiet, il a laissé son petit, pas très en forme, un papa ou une maman comme ça, un petit peu mal dans la séparation, il n'est pas vraiment disponible, il n'a pas la même disponibilité et surtout lui-même, psychiquement, n'est pas bien, il n'est pas en forme pour aller vivre les relations qui vont le nourrir. Vous voyez, voilà, ça c'est un geste sanitaire. C'est très intéressant, et c'est presque du bon sens, c'est logique qu'on n'a pas envie de s'enfiler comme ça un café et partir en courant au boulot, on serait pas bien, nous aussi, donc je comprends qu'il faille appliquer ça à nos tout petits. C'est ça qui manque un peu aujourd'hui dans la parentalité, le bon sens? Alors, ça manque dans la parentalité, mais c'est vraiment, là encore une fois, ça serait tellement facile de dire c'est la faute aux parents, ce serait très simple, mais pas du tout.
c'est pas du tout la faute aux parents. C'est nous devons tous avoir le courage de nous regarder ensemble fonctionner et de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Nous désirons des enfants, mais nous avons bien du mal à supporter leur enfance. Donc la question, on doit la poser. Est-ce qu'on aime l'enfance de nos enfants ? On aime nos enfants, c'est clair. Mais l'enfance de nos enfants, ça, c'est encore une autre question, dérangeante, mais j'essaye pas non plus de ne pas vous déranger. Je pense que si on fait ce travail ensemble, c'est aussi pour donner des éléments de compréhension. Chaque parent en fera ce qu'il voudra. Vous savez, cet exemple sur le sommeil, à chaque fois que je l'évoque en consultation avec les parents, ils reviennent dans les rendez-vous suivants, ils me disent « Vous m'avez sauvé la vie ». C'est dingue. Je n'ai rien sauvé du tout. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est en effet du bon sens. Alors, c'est un bon sens appliqué à une connaissance théorique, bien sûr, derrière. Mais juste, ça veut dire que le parent, il peut très facilement, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que le parent, il peut très facilement devenir autonome et s'approprier une connaissance. Il fera comme il voudra, dans la manière de prendre son temps un petit peu. Le seul message, c'est il faut bien être ensemble pour bien se séparer. Et après, chacun va faire en fonction de ce qu'il est. Ça va être très différent d'une famille à l'autre. Mais s'il n'a pas le message, s'il n'a que le message sanitaire, eh bien, il appliquera le message sanitaire. Et du coup, on en perd le bon sens. Est-ce qu'il y a un autre exemple, une autre situation de difficulté que vous arrivez à nommer et donc avec laquelle vous auriez une solution ? Oui, alors c'est un autre défaut de notre société, ce n'est pas lié aux parents, mais on a tendance à favoriser les biens à la place des liens. L'expression est un peu facile, vous me direz, mais ça veut dire que souvent, on pense que le matériel va compenser le relationnel. Et les parents d'aujourd'hui sont des parents, et ça m'attriste beaucoup, parce qu'ils finissent par se perdre de vue avec leurs enfants, qui consomment beaucoup avec leurs enfants et pour leurs enfants. D'abord, économiquement, ça les met en grande difficulté, parce qu'ils pensent que pour qu'un enfant soit en bonne santé, il faut qu'il fasse je ne sais combien d'activités. C'est des activités souvent chères, qui fait courir la famille. Et avec un peu d'humour, j'aime bien, parce que les parents, on peut rire ensemble de nos défauts, puisqu'on a les mêmes défauts, on vit dans la même société. Je leur dis, un bon thé, un bon café sans bouger, en laissant le petit jouer. Eh bien, l'angoisse derrière, c'est l'ennui. Oui, mais il va s'ennuyer. Donc, voyez, vous savez, il y a 50 ans, on ne se posait pas la question de l'ennui pour les enfants. Aujourd'hui, on se la pose beaucoup parce que l'ennui est devenu l'ennemi numéro 1. Or, l'ennui porte l'imaginaire. La créativité, maintenant, c'est ce qu'on dit. La créativité, la pensée. Quand je m'ennuie, eh bien, je râle. Ce qui est très important, c'est de pouvoir dire à l'enfant, tu t'ennuies. Bon, écoute, moi, je m'ennuie pas. Enfin, tu veux venir m'aider. Bon, ça les énerve, surtout à l'adolescence. Quand on commence à leur dire, écoute, il y a des trucs à faire, ça les agace. C'est-à-dire ne pas faire de l'ennui un drame. Mais c'est un partage. Ah zut, tu t'ennuies, t'as pas quelque chose à faire, t'as pas une idée, non, j'ai pas d'idée. Bon. Et de petit à petit, voir que tout d'un coup, on n'entend plus l'enfant. Et qu'il s'est mis à faire quelque chose. Et il a été dépassé par son propre imaginaire. Et il s'est mis à penser. Ça fait partie des manques aujourd'hui de nos enfants. Vous voyez, ça va loin. Si on commence à tirer un fil, on peut parler pendant des heures. Parce que c'est vrai que du coup, l'enfant n'ayant plus ces espaces-temps propres qui lui appartiennent, il n'est que dans des activités qui sont organisées. Mais vous savez, en maternelle, c'est déjà comme ça. Et à la crèche aussi. L'éveil, aujourd'hui, il est normé. C'est-à-dire qu'on a des ateliers psychomoteurs et pas de la psychomotricité libre. On a tendance vraiment à cadrer les enfants. C'est-à-dire que... Par exemple, ça, vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, très clairement, on a des ateliers langage, on a des ateliers moteurs, comme si un bébé allait parler que dans les ateliers langage, ou comme s'il allait utiliser sa motricité que dans un atelier moteur. Un bébé, il est sans cesse en mouvement. Et ce qui est intéressant avec un tout petit, et ça, je pense que c'est un grand sujet de la santé psychique, c'est de préserver son appétence. L'appétence, c'est ce désir d'aller vers, c'est ce mouvement-là. Si on est toujours en train de le cadrer, non, attends, tout à l'heure, tiens, assieds-toi, non, attends, pas maintenant, tu donnes pas ton nom maintenant, attends, etc. Lui laisser la chance, en fait, de découvrir aussi, non ? Et de se dire, de s'exprimer. Le mouvement est un dire. Un bébé qui bouge, il vous raconte une histoire. Il vous raconte qui il est dans un espace. C'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Mais ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à laisser cette expression
Du coup, on est sans cesse en train de cadrer. On fait perdre de l'horizon à ce bébé qui va se mettre à regarder à ses pieds et il va plus regarder loin devant. C'est la grande question, bien sûr, de l'écologie, qui est avant tout une expérience et pas une intellectualisation. Donc, nos enfants, de toute façon, nos enfants sont des enfants de l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'on a une question là-dessus importante qui est un autre sujet. Mais aussi parce que les parents ont peur, non ? Il y a un peu de ça, oui. Alors, ça fait partie, en effet, des grandes difficultés aussi, c'est que les parents, le lien à l'enfant est un lien de peur. Alors, le jour où vous devenez parent, bien sûr, vous perdez cette décontraction et vous êtes toujours dans l'inquiétude qu'il arrive quelque chose à votre enfant, mais ça s'est particulièrement aggravé, ce qui fait que l'angoisse domine. L'angoisse domine au point que ceux qui l'ont compris et qui l'ont très bien compris, c'est ceux qui font du matériel pour les bébés et qui, en effet, les fabricants de matériel de puériculture sont assez doués pour apporter aux parents des solutions, que ce soit le siège de bain où on est attaché, comme ça on risque pas de couler, comme si on laissait un bébé tout seul dans sa baignoire. Vous voyez le bon sens. Oui, hein, tout à fait. Donc, par exemple, tout à l'heure je parlais de favoriser les biens à la place des liens. Il vaut 1000 fois mieux glisser dans sa baignoire sur le savon à 4 mois, de prendre un peu la tasse avec la main de papa ou maman qui vous rattrape, et qui dit « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» et d'être nourri à la fois du mouvement, de la musique, de la vie familiale, que d'être dans un siège de bain où on est complètement coincé, où on peut faire aucun mouvement, alors qu'on sait que le mouvement, c'est la pensée. C'est-à-dire, c'est le corps qui pense. On commence à penser par le corps, ça c'est la santé psychique des tout-petits, c'est-à-dire que ce sont les expériences sensorielles, donc corporelles, qui vont permettre à l'enfant de s'éveiller, de s'ouvrir au monde. Donc c'est pas rien, c'est un énorme sujet de santé mentale, un énorme sujet. Donc le toucher, vous voulez dire aussi, c'est ça ? Le toucher, par exemple, un bébé, contrairement à nous, c'est nous bébés, on a été comme ça, il découvre le monde grâce à ses sens qui fonctionnent sur un mode amodal. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la synesthésie, c'est-à-dire que tous les sens travaillent en même temps. Et ça, c'est très intéressant parce que les bébés, ils ne regardent pas qu'avec les yeux. Ils regardent avec la peau, ils écoutent avec la peau. La vibration est très importante pour un tout petit. Donc, ça parle évidemment de l'acoustique. Vous voyez à quel point on est bien installé là pour pouvoir se parler et on ne fait pas de parasites sonores. Nos bébés, on ne s'intéresse pas vraiment aux parasites sonores et à la toxicité sonore. Dans les crèches, il y a du bruit. Dans les écoles maternelles, c'est incroyable. Quand on dépose un tout petit à 8h du matin et qu'on le reprend à 6h le soir, il n'y en a pas un de nous qui supporterait, parce qu'eux, ils ne s'échappent pas, qui supporterait une journée ainsi. C'est vraiment très, très, très difficile. Donc, cette manière d'aborder le monde sur un mode amodal, synesthésique, qui fait qu'un bébé, par exemple, il peut regarder avec sa bouche. Vous observez un bébé, vous lui tendez un objet à un âge où il commence à tendre le bras à quelques mois, il va attraper l'objet, il va le mettre dans la bouche. C'est vrai, direct, c'est vrai. Direct, il va le sucer, il va le sentir, c'est-à-dire qu'il va le peser, le mesurer, prendre la forme. Évidemment, mettre son odeur pour se l'approprier. Et ensuite, il le regardera. Or, le geste sanitaire, et on y revient à tout à l'heure, c'est ne pas mettre à la bouche ses salles. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on fait perdre à l'enfant de son appétence. Or, l'appétence, c'est la curiosité pour plus tard quand on va à l'école. Donc, plus on restreint l'appétence du bébé, plus on restreint la curiosité de nos enfants. Et après, quand ils arrivent en CP, ils se font tomber dessus parce qu'ils pensent pas, ils n'ont pas d'imaginaire, ils sont pas curieux. Ils sont pas curieux, ils n'ont pas envie de travailler. Mais envie de travailler, c'est une appétence, c'est un désir c'est ludique, c'est de la pâte à modeler la connaissance. Encore faut-il l'avoir accompagné dans ce mode-là. Vos enfants rentrent en CP, dès la maternelle, on commence à leur dire « Oh là là, en CP, ça va pas être facile, tu sais, tu auras des devoirs, va falloir travailler, etc. » Donc moi, je vois des tout-petits qui sont amenés en consultation très tôt. Ils font mal leur bonhomme, ils font pas des beaux bonhommes. On touche tout de suite au narcissisme de l'enfant, quand même. Il fait pas un beau bonhomme. C'est quoi un beau bonhomme ? C'est fou. Vous voyez, on a normé. Voilà. On peut lui montrer les bonhommes de Picasso. Alors, vous avez raison. On pourrait passer par les expressions graphiques des plus grands pour essayer de voir si un jour ils vont devenir quelqu'un.
La suite de notre conversation passionnante avec Sophie Marinopoulos dans le 2e épisode. À tout de suite.